C'est vrai qu'on m'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps que dans tous mes romans, il y a des couples infidèles, sauf peut-être dans Rose, qui est vraiment l'unique exception. Donc je me suis demandé pourquoi, au fond. Je m'intéressais tellement à l'infidélité. Puis c'est vrai aussi que, il faut bien dire, c'est un sujet très romanesque. Néanmoins, c'est vrai, Laurence, vous avez raison, il y a un point de départ assez personnel dans ce fameux carnet rouge, puisque j'ai malheureusement, dans ma vie, comme beaucoup d'entre nous, connu la difficulté d'être trompé par quelqu'un. C'était il y a heureusement assez longtemps maintenant, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Je vivais une histoire d'amour avec un jeune homme dont on va taire le nom, après tout. Il n'est plus si jeune maintenant. Le temps a passé. Et cet homme avait malheureusement noté dans un carnet rouge que j'ai eu la malchance de trouver une liste très explicite avec des noms de femmes, des dates, des lieux, des commentaires et des notes. Donc, je suis tombée là-dessus. J'avais mon nom quelque part au milieu j'avais l'impression de lire le catalogue de Don Juan que chante Leporello dans l'opéra de Mozart, dont je vous ferai grâce ce soir. Mais plus sérieusement, la douleur et la souffrance que j'ai ressentie à ce moment-là, je peux vous en parler maintenant parce que le temps a passé, mais ça a été un moment très humiliant, très difficile. Donc, pourquoi des nouvelles? Mais c'était aussi une façon pour moi de ne pas vous écrire un long roman uniquement sur moi et ce jeune homme. D'abord, n'avait pas un grand intérêt, puisqu'à partir du moment où le poteau rose, si j'ose dire, est découvert, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il n'y a plus d'histoire, c'est terminé. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'imaginer des nouvelles, donc toutes assez différentes, sur pas pourquoi on trompe, parce que ça, au fond, j'en sais rien, et je ne vais pas dans cette direction, mais comment on l'apprend, par quel terrible moyen, indiscrétion, on l'apprend, et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait? Je suis moitié anglaise, et dans les pays anglo-saxons et en Amérique, les nouvelles ont vraiment bonne presse là-bas. C'est vraiment un art littéraire très respecté. Et en France, je ne sais pas pourquoi, alors je ne sais pas si ça vient des libraires, je ne sais pas, des éditeurs, je ne sais pas non plus, je ne sais pas qui a décidé que les nouvelles ne se vendaient pas. Donc j'ai décidé courageusement, n'est-ce pas, d'essayer de redonner leur lettre de noblesse aux nouvelles. Alors c'est vrai aussi que j'ai simplifié les choses en les tournant tout autour du même thème, parce que je comprends que ce qui peut parfois désarçonner un lecteur, c'est de lire une dizaine de nouvelles qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Moi, ça ne me dérange pas du tout parce que j'aime les nouvelles, mais je peux comprendre que pour un lecteur, c'est moins facile. Donc là, au moins, nous avons le même thème. Donc le comment on découvre et qu'est-ce qu'on fait. Il y a de l'humour dans ces nouvelles, pas toutes. Il y en a certaines qui sont très tristes, mais j'ai eu un très beau compliment l'autre jour de mon amie Amélie Nothomb, que vous connaissez tous ici, je crois. Hein. Peut-être d'ailleurs est-elle déjà venue ici, dans ce café. Et Amélie et moi, nous sommes assez proches et nous nous envoyons nos livres et nous aimons bien parler de notre travail mutuel. Et donc, elle a lu son carnet rouge et elle m'a appelée. Elle a cette voix assez inimitable avec cet accent belge que je suis bien incapable d'imiter. Et elle m'appelle, elle me dit Tatiana, parce qu'elle dit toujours, elle ne dit pas allô, elle dit Tatiana, c'est Amélie. Et Tatiana, je t'appelle parce que je voudrais te parler de ton carnet rouge. Alors je dis oui, un petit peu peur quand même, parce que Amélie est quelqu'un qui dit les choses. Voilà, donc je me suis dit bon. Elle me dit tu m'as fait rire et frémir. C'est formidable. Donc ça, pour moi, c'est le plus beau compliment, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Ce livre, c'est qu'il y a des passages où vous allez vous dire « Oh non, c'est pas possible, oh, mon Dieu !» et d'autres où vous allez malgré vous quand même rire. Et donc, je dirais que c'est ça que j'avais en tête quand je les ai écrites. Certaines, c'est vrai,
était plus dur à écrire parce qu'il y a cette souffrance dont on a parlé qui ne peut pas être dissociée de l'infidélité, parce que quand on est trompé, quand on trompe, ce n'est jamais par légèreté, ce ne sont pas des moments heureux d'une vie. Et en même temps, ça peut aussi donner lieu à des situations tragico-comiques. On n'a pas besoin de regarder très loin dans notre vie, même récemment du côté de l'Élysée, pour parler d'un scooter et d'un casque. Je me suis un petit peu aidée. Vous verrez, ces 11 nouvelles sont précédées de petites citations que je suis allée piocher dans les textes de nos très célèbres auteurs, autant Baudelaire que Maupassant, que Mauriac, que Louise de Villemorin. Certaines sont absolument épouvantables. Celle de Molière, par exemple, « Il vaut mieux encore être marié qu'être mort ». Toutes sont à prendre, je pense, au deuxième degré. Mais je me suis dit, je n'allais rien inventer de nouveau sur l'infidélité. On a tellement écrit dessus, et puis c'est pas fini. Hein. Je pense qu'il y a d'autres romanciers qui sont aujourd'hui encore en train de pencher sur le sujet pour des raisons qui leur sont propres. Donc je me suis inspirée de chaque univers de ces écrivains célèbres pour, dans mes nouvelles, camper un décor qui a à chaque fois un rapport avec l'écrivain que je cite. Donc c'est un petit jeu de pistes littéraire. Donc très humblement, je dirais que voilà, c'est ma petite contribution à une nouveauté dans ce sujet qui a été quand même jusqu'ici terriblement rabâché. Alors, parallèlement à la sortie en grand format de son carnet rouge, À l'encre russe, votre dernier roman en date vient de paraître en poche aux éditions du Livre de Poche. C'est un roman, peut-être votre roman le plus personnel, qui est un roman à tiroir où il est question de quête identitaire, mais aussi d'écriture et de processus de création littéraire. Est-ce que peut-être vous pourriez nous dire quelques mots de la naissance de ce livre et de la création de ce personnage de Nicolas Colt? C'est vrai que c'est un livre qui est très personnel, même si je suis dans la peau d'un jeune homme de 25 ans, qui a donc la moitié de mon âge, et qui est un homme. Mais il y a eu deux raisons qui ont fait que ce livre est né. D'abord parce que j'ai dû, il y a maintenant 4 ans, prouver ma nationalité française. Je suis née à Neuilly-sur-Seine, ça ne s'invente pas, c'est pas très excitant comme destination. J'aurais bien préféré naître à Brest, hein, beaucoup plus romantique. Je suis née à Neuilly-sur-Seine d'un père français, Joël de René, le scientifique, lui, né à l'île Maurice, mais français. Et d'une mère anglaise, Stella, mais née à Rome, parce que son père était ambassadeur. Donc il faisait un peu le tour des pays européens avec ma grand-mère. Donc je n'avais jamais eu de problème jusqu'ici pour avoir des passeports et des cartes d'identité françaises. Et puis il y a une nouvelle loi, ou plutôt le durcissement d'une loi existante qui stipule que si vos parents sont nés à l'étranger, même s'ils sont français, vous devez aller prouver votre nationalité française. Et je vous assure que ça n'a pas été une partie de plaisir, parce que d'abord, ça a duré 4 mois. Ça a été long, ça a été très humiliant. Mais c'est dans ces longs moments assis dans le pôle de la nationalité française, qui est un endroit totalement réjouissant, où vous arrivez avec toutes sortes de paperasseries. On vous demande, par exemple, le livret de service militaire de votre arrière-grand-père. Comme si, bien sûr, vous aviez ça chez vous. N'est-ce pas ? Et puis, j'avais aussi envie de raconter tout simplement comment les idées de romans viennent aux écrivains. C'est quelque chose de très difficile à décrire, parce que ce n'est pas du tout de l'ordre « Oh, j'ai une idée, je vais m'asseoir à ma table et je vais l'écrire ». Ce n'est pas ça du tout. Il y a une espèce de maturation d'une graine qui est plantée dans votre tête. Et puis ensuite, parfois, le chemin que fore le livre en vous n'est pas forcément celui que vous aviez imaginé. Et donc, j'ai tenté dans ces pages de montrer vraiment la gestation et la naissance d'un livre, et parfois les chemins très différents qu'un livre pouvait prendre.
Et ça m'a aussi permis d'explorer sur 3 ou 4 pages comment d'illustres écrivains écrivent. Par exemple, Marcel Proust écrivait dans son lit, allongé. Virginia Woolf debout. Nabokov écrivait sur des petites fiches, toutes petites fiches cartonnées que j'ai vues au musée Nabokov à Saint-Pétersbourg. On se demandait d'ailleurs comment il pouvait écrire des romans aussi longs sur ces minuscules fiches quadrillées. Et donc j'ai vécu, alors que j'écrivais ce livre, une sorte de dédoublement, puisque je faisais vivre à mon héros des choses que j'avais vécues moi en tant qu'écrivain, mais en même temps, il me faisait vivre des choses que je n'avais jamais comprises avant sur, justement, l'extrême complication de ce que c'est que d'écrire un livre. Et même si c'est compliqué, ça reste absolument passionnant. Et puis aussi, Nicolas, c'est une toute petite maison d'édition qui lui a fait confiance pour son premier roman. C'est devenu un immense succès, mais parfois, en tant qu'auteur, c'est pas si facile que ça. On a parfois l'impression, en tout cas Nicolas, qui, encore une fois, est à un niveau beaucoup plus important que moi, a vraiment l'impression d'être un peu un produit. Et il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, justement, l'écrivain est sorti de sa tour d'ivoire et est devenu un personnage beaucoup plus facile à interpeller, à rencontrer. Et justement, il va avoir un gros problème sur sa page Facebook parce qu'il est poursuivi par une personne mystérieuse qui n'arrête pas de le prendre en photo. Et donc, ça va lui jouer des tours. Et j'ai voulu aussi montrer comment un écrivain peut devenir une espèce de people. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, Nicolas, à un moment ou à un autre, va beaucoup en souffrir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui.